qu'est-ce que Poutine a eu raison à propos de la guerre en Ukraine? Source: Stephen Monsieur Walt, What putain go right, Foreign Policy. Stephen Monsieur Walt est chroniqueur à Foreign Policy et professeur de relations internationales à l'université Harvard. Le président russe a commis une erreur en envahissant l'Ukraine, mais il n'avait pas nécessairement tort sur tout. En décidant d'envahir l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine s'est trompé sur de nombreux points. Il a surestimé la force de l'armée russe, mais a sous-estimé la force du nationalisme ukrainien et la capacité de l'armée du pays à défendre son pays. Il se trompait peut-être aussi sur l'esprit de solidarité occidentale, sur la rapidité avec laquelle l'OTAN et d'autres pays aideraient l'Ukraine, et sur la volonté des pays importateurs d'énergie d'imposer des mesures de sanctions à la Russie, renonçant ainsi à leurs sources d'énergie importées. Il a peut-être également surestimé la volonté d'aide de la Chine. Pékin achète beaucoup de pétrole et de gaz à la Russie, mais ne fournit pas à Moscou un soutien diplomatique ou une aide militaire. Mettez toutes ces erreurs ensemble, et nous obtenons une décision qui aura des conséquences profondément négatives pour la Russie et qui persisteront longtemps après que Poutine ait quitté la politique. S'il avait choisi une voie différente, peut-être que la puissance et l'influence de la Russie n'auraient pas diminué autant que lors de cette guerre, quelle que soit la façon dont elle s'est terminée. Cependant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et une honnêteté brutale est nécessaire en temps de guerre, nous devons admettre que le président russe avait raison sur certains points. Rien de tout cela ne justifie la décision de faire la guerre ou la manière dont la Russie la mène, il souligne simplement les aspects du conflit sur lesquels ses jugements ont été jusqu'à présent corrects. Ignorer ces facteurs nous amènera à commettre la même erreur que Poutine, sous-estimer nos adversaires et mal comprendre les éléments clés de la situation. Alors, sur quoi avait-il raison? L'administration Biden espérait autrefois que le risque de « sanctions sans précédent » dissuaderait Poutine d'envahir, puis elle continuait d'espérer que l'imposition de sanctions étoufferait la guerre mécanique menée par le président russe, provoquant le mécontentement de la population et le forçant à revenir sur toutes les décisions. Poutine est entré dans la bataille en croyant que la Russie pourrait surmonter toutes les sanctions que nous pourrions lui imposer, et jusqu'à présent, il a eu raison. La demande mondiale de matières premières russes, y compris l'énergie, reste suffisante pour soutenir l'économie du pays, avec seulement une légère baisse du PIB. Même si les conséquences à long terme pourraient être plus graves, Poutine a raison de dire que les sanctions à elles seules ne détermineront pas l'issue du conflit pour très longtemps. Deuxièmement, Poutine avait raison de dire que le peuple russe accepterait le coût élevé de la guerre et que les défaites militaires ne mèneraient pas à son éviction. Il a peut-être commencé la guerre en espérant qu'elle se terminerait rapidement et sans coup, mais il a décidé de persévérer malgré les revers initiaux, puis il a mobilisé des réserves et a continué à combattre. Reflète la conviction que la majorité des Russes soutiendront sa décision et qu'il peut étouffer toute voix de opposition qui surgisse. Le processus de conscription a été chaotique, mais l'armée russe a réussi à maintenir un grand nombre de soldats sur le champ de bataille malgré d'énormes pertes, et n'a pas mis en danger le pouvoir de Poutine. Bien entendu, la situation peut changer, mais jusqu'à présent, le président russe a également raison sur cette question. Troisièmement, Poutine comprend que les autres pays donneront la priorité à leurs propres intérêts et qu'il ne sera pas globalement condamné pour ses actions. L'Europe, les États-Unis et un certain nombre d'autres pays ont réagi durement et fortement, mais les membres clés du groupe des pays du Sud et certains autres pays importants, tels que l'Arabie Saoudite et Israël, n'ont pas réagi. La guerre a porté atteinte à l'image mondiale de la Russie, comme l'a montré le vote déséquilibré lors du vote sur la résolution condamnant la guerre à l'Assemblée générale des Nations unies, mais les actes de protestation spécifiques et tangibles sont limités à un petit groupe de pays à travers le monde. Le plus important, Poutine comprend que le sort de l'Ukraine est plus important pour la Russie que pour l'Occident. Bien entendu, l'Ukraine n'est pas aussi importante pour la Russie que pour le peuple ukrainien lui-même, qui fait des sacrifices pour défendre son pays. Mais en termes de volonté de supporter les coûts et d'accepter les risques, Poutine a un avantage sur les partisans de l'Ukraine. Il a un avantage non pas parce que les dirigeants occidentaux sont faibles ou lâches, mais parce que le soutien politique d'un grand pays voisin de la Russie a toujours été plus important pour Moscou que pour d'autres pays éloignés, ou pour les individus vivant dans un pays riche. Et sur de l'autre côté de l'océan Atlantique.ng.
Cette asymétrie des intérêts et des motivations est la raison pour laquelle les États-Unis, l'Allemagne et une grande partie du reste de l'OTAN ont si soigneusement pesé leur réponse, et aussi pourquoi le président américain Joe Biden a-t-il exclu en premier lieu d'envoyer des soldats américains au combat. Il comprend, à juste titre, que Poutine pense que le sort de l'Ukraine vaut la peine d'envoyer quelques centaines de milliers de soldats russes, combattre et mourir sur le champ de bataille, mais les Américains ne ressentiraient pas la même chose s'ils envoyaient leurs fils et leurs filles en Ukraine. Nous devrions envoyer des milliards de dollars d'aide pour aider les Ukrainiens à défendre leur pays, mais cet objectif n'est pas suffisamment important pour que les États-Unis mettent leurs troupes en danger, voire courent le risque d'une guerre nucléaire. Compte tenu de cette asymétrie dynamique, nous essayons de dissuader la Russie sans l'implication directe de l'armée américaine. Cependant, l'efficacité de cette approche reste incertaine. Cette situation explique également pourquoi les Ukrainiens et leurs plus fervents partisans en Occident ont trouvé des moyens de lier le sort de l'Ukraine à de nombreuses questions sans rapport. Analysons le rappel, le contrôle russe de la Crimée ou de n'importe quelle partie du Donbass porterait un coup fatal à l'ordre international fondé sur des règles, une invitation pour la Chine à s'emparer de Taïwan, est un coup de pouce pour les dictateurs du monde entier, un échec catastrophique. De démocratie, signe que le chantage nucléaire réussira facilement, et que Poutine peut l'utiliser pour mener ses actions de troupes jusqu'à la Manche. Les partisans de la ligne dure en Occident avancent de tels arguments pour faire valoir que le sort de l'Ukraine est aussi important pour nous que pour les Russes, mais de telles tactiques de peur ne peuvent même pas passer le test normal. Le cours futur du XXe siècle ne sera pas déterminé par la question de savoir si Kiev ou Moscou auront le contrôle ultime sur les territoires actuellement contestés. L'avenir sera façonné par les pays qui contrôlent les technologies clés, par le changement climatique et par l'évolution politique ailleurs. Reconnaître ce décalage contribue également à expliquer pourquoi les menaces nucléaires n'ont qu'un effet limité et pourquoi les inquiétudes concernant le chantage nucléaire sont inutiles. Comme l'a écrit Thomas Schelling il y a de nombreuses années, parce que la confrontation nucléaire est une perspective terrifiante, utiliser les armes nucléaires comme monnaie d'échange devient une compétition pour la prise de risque. Personne ne veut utiliser ne serait-ce qu'une seule arme nucléaire, mais la partie la plus préoccupée par un problème particulier sera prête à accepter des risques plus élevés, surtout si ses intérêts vitaux sont en jeu. Pour cette raison, nous ne pouvons pas complètement exclure la possibilité que la Russie recourt à l'arme nucléaire si elle était confrontée à une défaite catastrophique, et cette perception nous fixe une limite. Encore une fois, non pas parce que les dirigeants occidentaux sont faibles ou lâches, mais parce qu'ils sont vifs et prudents. Cela signifie-t-il que nous accepterons le chantage nucléaire? Poutine pourrait-il recourir à des menaces de ce type pour obtenir des concessions supplémentaires ailleurs? La réponse est non, car l'asymétrie motivationnelle nous favorisera au cas où il irait plus loin. Si la Russie tente de forcer d'autres pays à faire des concessions sur des questions qui concernent leurs intérêts vitaux, ces exigences tomberont dans l'oreille d'un sourd. Imaginez que Poutine appelle Biden et lui dise qu'il lancera une attaque nucléaire si les États-Unis refusent de céder l'Alaska à la Russie. Biden rira et dira de rappeler quand il sera plus alerte. Une menace nucléaire émanant d'un adversaire aura peu, sinon plus de crédibilité, si nous avons l'avantage de résoudre le problème. Il convient de rappeler que les États-Unis et l'Union soviétique n'ont jamais mené de chantage nucléaire réussi pendant la guerre froide même contre des États non nucléaires malgré leur possession d'arsenaux nucléaires géants. Il existe cependant un moyen de changer la situation, et c'est une vérité qui n'est pas facile à accepter. Plus les États-Unis et l'OTAN apportent d'aide, d'armes, de renseignements et de soutien diplomatique à l'Ukraine, plus leur réputation est liée à l'issue de la guerre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens demandent continuellement des formes de soutien de plus en plus élevées. Leur intérêt est de maintenir l'Occident aussi étroitement lié que possible au sort de l'Ukraine. Je ne leur en veux pas, je ferais la même chose si j'étais à leur place. Bien que les conséquences sur la réputation soient souvent exagérées, de telles préoccupations peuvent maintenir la guerre même lorsque les intérêts matériels sous-jacents ne sont pas en jeu. Depuis 1969, Henry Kissinger savait que le Vietnam n'avait pratiquement aucune valeur stratégique pour les États-Unis et qu'il n'y avait aucune voie plausible vers la victoire là-bas.
Mais il a tout de même insisté sur le fait que l'engagement de 500 000 soldats américains a prouvé l'importance du Vietnam. Parce que ce qui est important maintenant, c'est foi dans la promesse de l'Amérique. Fort de cette conviction, lui et le président Richard Nixon ont poursuivi la guerre américaine pendant encore 4 ans, essayant en vain de trouver la paix dans l'honneur. La même leçon peut être appliquée à l'envoi de chars Abrams ou d'avions F-16 en Ukraine: plus nous engageons d'armes, plus nous sombrerons profondément. Malheureusement, lorsque les deux parties commencent à penser que leurs intérêts vitaux nécessitent d'infliger une défaite décisive à l'autre, mettre fin à la guerre devient doublement difficile, tandis qu'une escalade devient plus difficile et plus susceptible de se produire. Je le répète, rien de ce qui précède ne veut dire que Poutine avait eu raison de déclencher la guerre, ou que l'OTAN avait eu tort d'aider l'Ukraine. Poutine n'avait cependant pas tort sur tout, et admettre qu'il a raison contribuera à façonner le comportement de l'Ukraine et de ses partisans à l'avenir. Stephen M. Walt est chroniqueur à Foreign Policy et professeur de relations internationales à l'université Harvard.